C'est un papa très chaleureux, vraiment bienveillant. Il a toujours été là, oui, absolument. Jean-Luc, il est grand, il est imposant, il est très respecté. Mon petit frère Vincent donc, va appeler notre père le 27 mai au soir. Et il tombera sur la messagerie. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Il n'arrive plus à avoir son père au téléphone. Il se passe quelque chose, ça ne ressemble pas à Jean-Luc. Je me suis imaginé qu'il avait été enlevé et séquestré. C'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui n'hésitait pas à le montrer. D'avoir autant de cash, est-ce que il n'y a pas un trafic parallèle? On a quand même, je ne sais pas combien de gendarmes qui cherchent Jean-Luc, ils ratissent toute la région. La voiture de Jean-Luc, elle est retrouvée en Suisse avec la vitre explosée. Des analyses vont mettre en évidence d'importantes traces de sang, notamment dans le coffre. Donc là, on bascule sur une affaire criminelle, forcément, quoi. Chaque soir, Jean-Luc a un petit rituel. Il appelle Vincent, son plus jeune fils, pour avoir des nouvelles, car même divorcé, ce charpentier est très proche de ses 3 enfants. Mais ce 27 mai 2014, Vincent est inquiet. Pas d'appel de son père. Le lendemain matin, même chose. Prévenus, les gendarmes se rendent au chalet de l'artisan. Et là, stupeur, la maison est vide. Aucune trace de Jean-Luc. Où est-il ? Mystère. Seule piste pour les enquêteurs, Jean-Luc entretenait une liaison avec la femme d'un notable de la région. Le mari jaloux aurait-il organisé un guet-apens? La réponse dans cette enquête de Chronique criminelle. En Haute-Savoie, près d'Annemasse, la Tour est un petit village tranquille, niché au pied du massif des Brasses, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière suisse. Ce sont des petits villages en Haute-Savoie, proches de la frontière. La plupart des gens qui vivent dans ces petits villages, voire lieux-dits, travaillent en Suisse. On est dans une région qui se porte bien économiquement. Tout le monde se connaît et où les uns les autres se regardent et s'épient un peu. C'est au cœur du village, dans ce grand chalet en bois, que vit Jean-Luc Thiebaud, 54 ans. Une maison qu'il a construite lui-même, car Jean-Luc est artisan charpentier. C'était un passionné de ce qu'il faisait. Il adorait, il était assez minutieux, donc il adorait travailler le bois. Mon père, c'était vraiment un acharné de travail. Il avait donc ses journées bien remplies, bosseur, investi, jusqu'à pas d'heure le soir. Jean-Luc est un laborieux. Il y a 15 ans, il a monté son entreprise de charpente et il court les chantiers du matin au soir. Pendant 20 ans, il est resté marié avec Patricia, dont il a divorcé il y a 14 ans. Depuis, Jean-Luc partage sa vie entre sa nouvelle compagne, Fabienne, dont il est très amoureux, et ses copains avec lesquels il aime bien faire la fête. C'est quelqu'un de très populaire, très joyeux, très jovial. Voilà l'image qu'on peut avoir de Jean-Luc, à la fois un travailleur et un fêtard. Mais avant de sortir s'amuser, il y a un rituel auquel Jean-Luc ne déroge jamais. Le coup de téléphone à son fils, le petit dernier. Loïc et Adrien, les 2 aînés, ont déjà pris leur indépendance. À 14 ans, Vincent, lui, habite chez sa mère, à 600 km de là. Et chaque soir, il appelle son père pour lui raconter sa journée. C'est super fusionnel entre Vincent et Jean-Luc. Là, c'est un amour inconditionnel. Vincent, c'est son papa, c'est tous les soirs au téléphone. Tous les jours, il faut qu'il s'appelle. Tous les soirs, tous les soirs. Le 27 mai 2014, avant de se coucher, Vincent appelle son père comme d'habitude. Mais ce soir-là, personne ne décroche. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser
votre message après le bip. Mon petit frère Vincent donc, va appeler notre père le 27 mai au soir à 21h12 de souvenirs et 17. Hein, 2 appels qui resteront finalement 20. Vincent raccroche, déçu et un peu inquiet. Son père ne lui a jamais fait faux bond pour le coup de fil du soir. Le lendemain matin, au saut du lit, Vincent vérifie que son père ne lui a pas laissé de message. Mais rien. Alors il le rappelle. Mais Jean-Luc ne décroche toujours pas. Quand il est sur ses chantiers, il est toujours débordé. Sauf que le soir, rebelote. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Jean-Luc est aux abonnés absents. Cette fois, tout le monde s'inquiète. Ça n'est pas normal. Les fils demandent aux voisins d'aller vérifier. J'avais justement donc une amie qui passait donc très tôt le matin, de par son emploi du temps et très tard le soir, hein, et qui nous assurait qu'il n'y avait absolument donc aucune allée et venue donc au domicile de mon père. Donc, il n'était pas présent à son domicile. Il y a le camion qui est garé, il y a l'Audi qui est aussi devant la maison. Donc, bon, c'est éteint. Ça semble pas, on n'a pas l'impression que Jean-Luc est parti en vacances, il aurait fermé les volets. Mais alors, où est Jean-Luc? L'inquiétude monte encore d'un cran quand ses fils apprennent qu'il n'est pas allé travailler ce matin-là. Il a un chantier qui est en cours. Il doit s'y rendre le 28 mai 2014 et il ne se rend pas sur son lieu de travail alors que ce n'est absolument pas dans ses habitudes. S'il ne peut pas être présent, il prévient. Que ce bosseur acharné ait laissé un chantier en plan sans prévenir, c'est absolument impensable. Ses fils sont persuadés qu'il lui est arrivé quelque chose. Et alors qu'ils sont sur le point de prévenir la police, ils reçoivent enfin un signe de vie de Jean-Luc. Je commence un peu à m'inquiéter et à appeler mon neveu Vincent et lui demander: Vincent, est-ce que tu as nouvelle le papa? Oui. Il m'a envoyé un SMS que je ne m'inquiète pas, qu'il était descendu dans le midi mais qu'il passerait me voir. Après 2 jours de silence, Jean-Luc se manifeste enfin. Un texto dans lequel il dit que tout va bien et il va en envoyer d'autres, une dizaine en une semaine. Un grand soulagement pour la famille. On reçoit des textos, Vincent reçoit des textos. Mon frère Franck va aussi recevoir des textos. Il m'envoie un SMS en me disant est-ce qu'on peut se voir pour ton anniversaire? J'aimerais t'emmener au restaurant. Il s'est dit: bon, ben, je vais envoyer des textos à tous ceux qui ont laissé des messages pour rassurer. Ses clients aussi reçoivent des textos dans lesquels il s'excuse pour son absence. Alors la famille se rassure. Jean-Luc a eu besoin de prendre l'air et il est parti chez des amis. Mais les jours passent. Le séjour de Jean-Luc se prolonge et la famille se pose à nouveau des questions. Pourquoi ne rentre-t-il pas? Pourquoi ne répond-il jamais au téléphone? Même les textos qui les ont d'abord rassurés commencent à paraître suspects. Jean-Luc faisait des fautes d'orthographe. Donc c'est vrai que les SMS qui vont être reçus par la suite seront sans faute d'orthographe. Je les trouve différents, effectivement, de ceux que je recevais avant. Et on est persuadé que ça ne vient pas de lui. Puis déjà, il n'aimait pas ça. Les textos, c'était pas son truc. La famille a des doutes. Ces SMS ne correspondent pas du tout à la personnalité de Jean-Luc. Ils en viennent même à se demander si c'est bien lui qui les écrit. Vincent, le petit dernier, a alors une idée pour le vérifier. Il a institué un code secret avec son père. Le code, c'est simple, l'un envoie vanille, l'autre répond chocolat, c'est un petit jeu qu'ils ont entre eux. Mon petit frère Vincent donc, va envoyer le texto vanille, auquel il ne répondra pas chocolat. À partir de ce moment-là, il y a une certitude absolue dans son esprit, c'est qu'il est arrivé quelque chose à son père. Et sûrement quelque chose de grave, car jamais Jean-Luc n'aurait laissé son fils sans réponse. Et cette conviction se renforce 2 jours plus tard. Ce matin-là, Loïc, le fils aîné,
reçoit enfin un coup de téléphone et sur l'écran, le nom de son père. Cela fait 10 jours que toute la famille tente de le joindre. Heureux, Loïc décroche, mais au bout du fil, il n'y a personne. On entend des bruits, etc. Donc là, c'est des choses qui sont bizarres parce que du coup, cette personne part. On se dit, il est bloqué quelque part. Et qu'il est probablement donc contraint de garder silence ou alors cloîtré probablement quelque part. Le frère et les enfants sont morts d'angoisse. Cela fait maintenant 10 jours que Jean-Luc a disparu de la circulation. Les seuls signes de vie, ces textos étranges et ce coup de téléphone avec personne au bout du fil. Le 8 juin 2014, Vincent, le plus jeune de ses fils, accompagné de sa mère car il est encore mineur, prend la décision de faire un signalement. Patricia et Vincent, oui, vont se rapprocher de la gendarmerie, donc du village où ils habitent, pour aller expliquer qu'il y a un souci et qu'il faudrait s'en inquiéter. Les gendarmes de Béziers, dans le sud de la France, prennent contact avec leurs collègues de la Tour, le village où habite Jean-Luc. Immédiatement, ils prennent ce signalement très au sérieux. Le jour même, une équipe se rend au domicile de Jean-Luc. Ils sont accueillis par Fabienne, sa compagne. Elle n'habite pas ici, mais elle a les clés de la maison. De l'extérieur, rien de notable. Pas de traces d'effraction. Les gendarmes pénètrent à l'intérieur. Mais là encore, rien ne leur saute aux yeux. La maison est en ordre, pas de traces de lutte, pas de porte ou de volet forcé. D'emblée, ils écartent la piste du cambriolage. Pourtant, dans la cuisine, un élément attire leur attention. Il y a quelques indices qui laissent apparaître comme un départ précipité, puisqu'on retrouve notamment un plat cuisiné qui est moisi. C'est pas dans ses habitudes, parce que c'était quelqu'un de très ordonné. Une fois qu'on avait mangé, on mettait tout dans le lave-vaisselle, voilà, on mangeait le lave-vaisselle. Il fallait que ça soit nickel. Et là, qu'on ait trouvé ce plat et moisi, c'est qu'il est parti précipitamment. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que Jean-Luc parte sans ranger la vaisselle? Une urgence? Un coup de tête? Pour le moment, les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Et ils ont beau faire le tour de la maison, ils ne trouvent aucun indice. Pourtant, un élément les interpelle. On va rapidement s'apercevoir que le véhicule automobile de M. Thiebaud a disparu. Il a 2 véhicules automobiles, une Audi, une BMW. On s'aperçoit que la BMW n'est plus garée dans la cour. Jean-Luc possède 3 véhicules, 2 voitures et une camionnette. L'une des voitures a disparu. Sans doute est-il parti avec. Mais en s'approchant du second véhicule garé devant la maison, les gendarmes remarquent un élément qui va changer le cours de l'enquête. Le portefeuille de Jean-Luc est posé sur le siège avant. Pourquoi son portefeuille est là et lui il n'est pas là? S'il y a sa carte bleue dedans, dans le portefeuille, comment il fait pour payer l'essence ou l'autoroute ou je sais pas quoi, ou aller manger quoi. Ce qui laisse supposer que M. Thiebaud n'est pas parti en vacances, puisqu'à ce moment-là, il aurait pris ses effets personnels. Et à l'intérieur du portefeuille, tout y est. Ses papiers, sa carte bleue. Les enquêteurs sont sûrs d'une chose. Si Jean-Luc était parti pour plusieurs jours, il aurait forcément emporté ses affaires. Mais alors, où est passé le charpentier? Et pourquoi ne téléphone-t-il pas? C'est avec ces interrogations qu'ils rejoignent la gendarmerie. Immédiatement, les enquêteurs se mettent au travail. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent retrouver la trace de Jean-Luc au plus vite. Ils commencent par interroger les proches, notamment Fabienne, sa belle-sœur. C'est elle, la dernière, qui lui a parlé de vive voix. Et elle va leur livrer une information capitale. Je l'appelais ce jour-là pour lui demander s'il allait venir.
Il m'avait dit que non, que c'était pas possible, qu'il avait trop de travail, qu'il ne viendrait pas. Elle raconte que leur conversation est interrompue par du bruit. Une personne qui frappe à la porte de Jean-Luc. Il y a du monde à la porte et il doit raccrocher. Donc il raccrochera donc à 20h26 et à partir de là, on n'aura plus donc de nouvelles de mon père. C'est pas du tout normal. Parce que, allez, 1 heure ou 2 heures après, il m'aurait rappelé même, il savait qu'on regardait la télé très tard, non Pourquoi Jean-Luc n'a-t-il pas rappelé comme à son habitude? Qui est venu ce soir-là frapper à sa porte? Pour les gendarmes, cette nouvelle information change tout. Cette visite pourrait expliquer son départ précipité. A-t-il ouvert à une personne malveillante? Jean-Luc a-t-il des ennemis qui lui voudraient du mal? Sur cette question, ses proches sont unanimes. Mon père ne connaît pas d'ennemis. C'est que c'est quelqu'un de jovial, de chaleureux, de sociable, d'investi, de respecté, de populaire. Il ne connaît pas d'ennemis. Pour trouver les raisons de sa disparition, les gendarmes vont alors fouiller son passé. Ils espèrent y trouver des indices et identifier qui a pu frapper à la porte ce jour-là. Nous sommes une famille, une fratrie de 7 enfants. Jean-Luc est l'aîné des garçons et je suis le dernier. Il est grand, il est imposant, il est très respecté, donc forcément on le regarde avec un peu d'admiration. Surtout que Jean-Luc est un grand frère attentionné. Dans la famille, on ne roule pas sur l'or, le père est agriculteur, la maman mère au foyer, et Jean-Luc fait ce qu'il peut pour embellir le quotidien. C'est lui qui m'a offert mon plus beau Noël, hein, parce que mes parents étaient assez modestes, donc n'avaient pas forcément les moyens de nous faire des beaux cadeaux. Et c'est lui qui, toute la nuit, va me préparer un super circuit de train avec des maisons, des montagnes, des rivières. Et c'est à 10 ans, c'est juste extraordinaire, quoi. Très jeune, Jean-Luc commence à travailler. Habile de ses mains, il se lance d'abord dans un apprentissage de mécanicien, puis de charpentier. C'est à cette époque qu'il rencontre Patricia. Ensemble, ils ont 3 enfants, Loïc, Adrien et Vincent, 3 fils, avec lesquels Jean-Luc est très aimant, comme le montrent ses films de famille. C'est un papa très chaleureux, vraiment bienveillant, soucieux de l'éducation de ses enfants, donc vraiment à mettre le nez dans les devoirs, sur le cahier d'école et des résultats, donc quels qu'ils soient. Donc il a toujours été là, oui, absolument. Jean-Luc est là pour ses enfants, mais pas seulement. Bon vivant, il aime réunir ses copains et sa famille autour de lui. Et c'est toujours lui qui met l'ambiance. Mais ce bonheur ne va pas durer. En 2004, après 20 ans de mariage, Jean-Luc et Patricia divorcent. Jean-Luc se retrouve seul, il rencontre des femmes, mais rien de sérieux. Sauf depuis quelques mois, depuis qu'il a retrouvé l'amour auprès de Fabienne, une habitante d'un village voisin. Ce qu'ils ont découvert au sujet de Jean-Luc laisse les gendarmes perplexes. Personne ne semble avoir de raison de lui en vouloir. Pourtant, les enquêteurs relèvent tout de même un détail qui pourrait avoir son importance. Ses proches mentionnent tous la même chose. Jean-Luc gagnait bien sa vie et il ne le cachait pas. C'était assez courant de voir sortir des grosses coupures, hein, parce qu'il avait ça sur lui. Il avait des bijoux, il avait des belles armes, il avait des belles bagnoles. Il avait des comptes en Suisse, enfin... Donc effectivement, il pouvait nourrir quelques jalousies à ce niveau-là. La personne qui a frappé chez lui ce jour-là
En voulait-elle à son argent? Les enquêteurs décident de creuser cette piste du crime crapuleux. En parallèle, ils lancent des avis de recherche dans toute la France avec la description de Jean-Luc et de sa berline. Et comme ils sont près de la frontière, ils lancent aussi une commission rogatoire internationale. Et cette piste ne va pas tarder à payer. Deux heures plus tard, en effet, ils reçoivent un retour de leurs homologues suisses. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a 8 jours, ils ont retrouvé une voiture à Genève, dans le quartier malfamé des Avanchers, au pied de cet immeuble. Et c'est celle de Jean-Luc. Le véhicule va être retrouvé avec la vitre cassée. Les plaques d'immatriculation ont disparu, elles ont été enlevées. Et les clés se trouvent sur le contact. Pour les gendarmes, la découverte de cette voiture n'augure rien de bon. Les vitres sont brisées et des taches sombres maculent les sièges. Elle est immédiatement passée au Blue Star, un révélateur de traces de sang. Des analyses vont être effectuées dans le véhicule et vont mettre en évidence d'importantes traces de sang, notamment dans le coffre. Et surtout avec les fauteuils où il y a du sang qui apparaît, quoi. Donc là, on bascule sur une affaire criminelle, forcément, quoi. Après analyse, il s'avère qu'il s'agit bien du sang de Jean-Luc. Et vu la quantité, les gendarmes ont peu d'espoir de le retrouver vivant. Cette fois, ils n'ont plus de doute. Jean-Luc a été tué. Reste à savoir par qui. Dans la petite gendarmerie de Bonneville, la nouvelle fait vite le tour des bureaux. Dans cette région tranquille, ce n'est pas tous les jours que les gendarmes sont confrontés à une affaire criminelle. Un enquêteur se manifeste immédiatement. La mort de Jean-Luc a peut-être quelque chose à voir avec une autre affaire dont il s'est occupé 10 jours plus tôt. Le 28 mai, le lendemain de la disparition, il a été appelé dans la zone artisanale du Tannet, à proximité de chez Jean-Luc. Au petit matin, un employé d'une entreprise de pièces mécaniques a découvert une mare de sang sur le parking. Les employés découvrent cette importante tache de sang. On va retrouver également des débris de verre, qui contiennent un numéro de série présent sur la vitre. Des débris de verre comme ceux de la vitre cassée de Jean-Luc. À l'époque, sa disparition n'ayant pas été signalée, les gendarmes avaient conclu à un animal sauvage percuté par une voiture. Mais aujourd'hui, ils se disent que les deux affaires pourraient bien être liées. Et une recherche sur les numéros de série ne tarde pas à déterminer que le verre retrouvé sur le parking correspond bien à la vitre de la voiture de Jean-Luc, retrouvée en Suisse. Petit à petit, l'enquête avance. Les gendarmes sont maintenant en mesure d'échafauder un scénario de ce qui a pu se passer le soir du 27 mai, le soir de la disparition. La thèse à ce moment-là qui est la plus probable est que quelqu'un se présente au domicile de Monsieur Thiebaud. D'une manière ou d'une autre, l'amène sur le parking de l'entreprise Bardel, où il va être grièvement blessé et même tué. Et puis, quelqu'un qui fait ensuite disparaître son véhicule automobile que l'on retrouve en Suisse. Un scénario qui se termine mal, car les gendarmes sont convaincus que Jean-Luc a été tué. Mais pour les proches, cette hypothèse est insupportable à entendre. Ils vont bien nous faire comprendre qu'on
On ne cherche plus quelqu'un de vivant, mais plutôt quelqu'un de mort, quoi. En fait, j'ai pas voulu admettre qu'il était mort. Pour moi, c'était pas possible, en fait. C'était pas possible. Pour moi, c'était un grand gaillard et il se serait défendu. Ce n'était pas possible. Et c'est encore plus inacceptable pour Vincent, le plus jeune fils de Jean-Luc. 14 ans seulement à l'époque. Lui, il va s'accrocher, hein. Il est intimement convaincu que son père, il va le retrouver, bien en vie, que voilà, c'est son papa, il est quelque part, il faut le retrouver. Avec la découverte de cette voiture pleine de sang, l'enquête a fait un bond en avant. 10 jours après la disparition de Jean-Luc, le parquet ouvre une instruction pour assassinat. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de trouver qui pouvait en vouloir à Jean-Luc et pourquoi. Les gendarmes reprennent alors les auditions des proches. Et à force de creuser et de les questionner, ils découvrent un élément intéressant. Jean-Luc était un passionné de moto. Il faisait partie d'un club de bikers. Il était dans un groupe de motards. Alors là, les témoignages divergent. Il y en a qui disent bon, c'est un groupe de motards comme un autre. D'autres témoins sont beaucoup plus circonspects en disant c'est un groupe qui sentait un peu le soufre. Ils ne sont pas tous des gentils, quoi. Donc à partir de là, on peut imaginer que qu'il aurait pu avoir un gros différend, qui aurait pu entraîner un règlement de compte. Et justement, les proches racontent que Jean-Luc a eu une altercation assez violente avec l'un des motards. Une sombre histoire de pancarte publicitaire. Il aurait voulu faire croire que c'était un de ses amis charpentiers qui avait réalisé des travaux, alors que c'était en fait Jean-Luc. Ce gars-là, qui a eu un différend, avait un copain à lui et qui était aussi charpentier. Et en fait, il avait arraché la fiche de Jean-Luc, quoi, de charpentier, pour mettre à sienne, faisant croire que tout le local, c'était son copain qui l'avait fait. Et Jean-Luc l'avait très mal pris parce que tout le monde savait que c'était Jean-Luc qui avait fait tout ce local, quoi. C'était un peu frictionné, quoi, et il avait arraché la pancarte, il a dit de quel droit tu fais ça, quoi. Les deux hommes se seraient alors violemment disputés, à 2 doigts d'en venir aux mains. D'autant que les gendarmes découvrent que Jean-Luc est connu pour son caractère entier. Jean-Luc Thiebaud est décrit par tout le monde comme une force de la nature, qui n'a pas peur d'aller à la bagarre si on le cherche un peu trop, et que c'est un charpentier qui porte seul les poutres, quoi, qui doit changer, et voilà. Donc on peut imaginer qu'il en serait venu aux mains. Pour les enquêteurs, cette querelle quelques semaines seulement avant sa disparition pourrait être une piste. Ils imaginent que le biker aurait pu vouloir se venger de Jean-Luc. Alors ils le convoquent, ainsi que les autres motards du club. Mais très vite, ils sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils font fausse route. Tous ont un alibi. Mais alors, qui peut vouloir du mal à Jean-Luc? Une journée après avoir pris l'enquête en main, les gendarmes ont déjà interrogé les proches, les amis, les voisins, et pour le moment, aucune piste. Pourtant, un détail retient leur attention. La famille du charpentier n'a pas caché son animosité envers Fabienne Evangelista, 44 ans, la compagne de Jean-Luc. On l'a jamais parti de notre cœur, hein, bien entendu, hein, ma mère et moi. Je l'apprécie pas, ça c'est sûr, puisque bon, c'est jamais passé, quoi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, hein, là. Cette hostilité envers Fabienne n'alerte pas les gendarmes. Les conflits existent dans toutes les familles. Pourtant, un détail les étonne. La disparition de Jean-Luc depuis plus de 10 jours ne semble pas du tout alarmer cette dernière. Je reçois des SMS de Jean-Luc après la date du 27 mai. Fabienne ne va pas tellement s'inquiéter de la disparition de Jean-Luc. Elle dit il m'a envoyé des messages, elle les montre d'ailleurs aux enquêteurs, des messages postérieurs au 27. Le comportement que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire mais c'est pas possible, quoi. Il y a pas, j'ai des SMS. Voilà, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il se soit fait la malle ou qu'on lui en veuille. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Hormis cette insouciance, les gendarmes n'ont aucun élément contre Fabienne. Mais comme l'enquête est au point mort, ils décident de l'entendre. Mais avant, pour avoir toutes les cartes en main, ils veulent en savoir plus sur sa relation avec Jean-Luc. De la façon dont il en parlait, c'était l'amour de sa vie, quoi. Hein. C'était, ils allaient finir ensemble, quoi. Leur vie allait se construire ensemble avec les enfants. Il a envisagé de vivre avec Fabienne Evangelista. Jean-Luc va même rapidement réaménager la chambre de Vincent pour pouvoir préparer l'arrivée de Fabienne. Cet amour passionné que décrivent les proches interpelle les gendarmes. Si elle était folle amoureuse, Fabienne aurait dû s'alarmer de la disparition de son homme. Il décide de se rendre chez elle. Et là, c'est le... Enfin, on peut employer différents termes, mais c'est le calvaire, c'est le cauchemar qui commence. Puisque j'ai la visite des gendarmes le 10 juin, me demandant si j'étais en contact avec Jean-Luc. Et la réponse de Fabienne va stupéfier les gendarmes. Non seulement elle n'a pas de ses nouvelles, mais en plus, elle affirme qu'il n'y a plus rien entre eux depuis longtemps et qu'elle n'est en aucun cas sa compagne. Comme c'était une relation, on va dire, alors effectivement un peu plus amicale, mais pas sentimentale. C'est-à-dire qu'on se voyait, on déjeunait ensemble, voilà, on évoquait un petit peu nos difficultés quotidiennes. À aucun moment, j'envisage ma vie avec Jean-Luc. On est loin de l'amour passionnel décrit par les proches de Jean-Luc. Fabienne affirme qu'elle n'est pas sa maîtresse. Certes, ils ont eu une relation, mais c'était il y a longtemps. Depuis, tout est fini. Et il y a une bonne raison à cela. Elle est mariée à un homme depuis 20 ans. Il s'appelle José Evangelista. Les gendarmes n'en reviennent pas. D'un côté, Jean-Luc parle de Fabienne comme l'amour de sa vie. De l'autre, Fabienne nie toute liaison avec Jean-Luc. Alors qui croire? Quelle relation ces deux-là entretiennent-ils vraiment? Les gendarmes ne peuvent laisser une telle zone d'ombre. Pour y voir plus clair, ils cherchent à en savoir plus sur leur histoire. Jean-Luc et Fabienne se connaissent en fait depuis 20 ans, depuis 1994. La femme de Monsieur Thiebaud travaille dans la même entreprise que le mari de Madame Martha Evangelista. Donc les deux familles font connaissance. Il y a une amitié qui s'est liée tout à fait naturellement. On est allé manger chez Patricia, qui est une bonne cuisinière. Ils sont venus aussi à la maison. Jean-Luc va avoir un petit peu le béguin pour cette femme. Et de là va naître, ils vont avoir une relation assez éphémère en tout cas. Il est venu un matin, à 7h du matin, en me disant « je viens boire le café ». Et puis, voilà, on a eu une relation intime, de par son insistance. Effectivement, ça s'est passé à la maison et nos conjoints étaient au travail. Et c'était en tout cas, moi je l'ai toujours considéré comme une erreur. L'inconvénient, c'est que lui, il ne l'a pas perçu comme ça. À l'époque, si Jean-Luc et Patricia sont déjà mariés depuis 10 ans, Fabienne et José ne sont que fiancés. Et cet adultère va mettre leur mariage en péril. Car Jean-Luc avoue son infidélité à sa femme. Pris de remords et il va le dire à sa femme. Patricia va en parler directement à José Evangelista, donc dans les jours qui suivent au travail. Effectivement, on a eu beaucoup de discussions. José a eu des doutes. Hein. Le mariage a été un petit moment remis en question. Et puis, il a très bien compris que c'était une erreur, que je n'éprouvais aucun sentiment pour Jean-Luc et que l'homme avec qui je veux faire ma vie, c'est lui. En juillet 1997, Fabienne se marie malgré tout avec José.
Patricia et Jean-Luc font alors partie des invités. Il est même le chauffeur officiel des mariés. Peu de temps après, le couple de Jean-Luc et Patricia prend l'eau. Depuis sa relation avec Fabienne, Jean-Luc ne parvient pas à l'oublier. En 2004, sa femme obtient le divorce. Tout au long des 20 ans qui vont s'écouler, ils vont rester en contact, ils vont se revoir de temps en temps, que ce soit amical ou plus, ça, il n'y a que qui le savent. Mais elle ne quittera pas la vie de Jean-Luc et probablement ses pensées. Je dirais qu'il est omnibulé par elle, hein, il a des œillères et puis il voit qu'elle est, il la badin, il est là, je sais pas. Les gendarmes commencent à mieux cerner les relations entre Jean-Luc et Fabienne. Ils découvrent que pendant les 20 années suivantes, Jean-Luc a toujours gardé le contact avec elle. Un bouquet de fleurs à la naissance des enfants, un texto pour les anniversaires. Jusqu'au début de l'année 2014, le couple évangélistin va mal et Jean-Luc en profite pour se rapprocher de Fabienne. Jean-Luc est radicalement différent. Il est grand, il porte bien, il est un peu fort en gueule. Il promet un avenir plus rock'n'roll que José. En tout cas, pour Jean-Luc, ça c'était certain. Il envisageait de vivre avec Fabienne Evangelista. Donc ça sous-entendait divorcer pour elle de José Evangelista et venir vivre avec Jean-Luc. Il y a vraiment des difficultés entre José et moi. On n'arrive plus du tout à se comprendre. J'envisage peut-être une séparation pour le bien-être de tout le monde. Il y a décidément trop de contradictions dans ce dossier. Pourquoi Fabienne affirme-t-elle ne pas avoir renoué avec Jean-Luc alors que tous les témoins sont unanimes? Les enquêteurs décident de l'entendre à nouveau. Et elle maintient sa version. Je pense qu'effectivement, il envisageait l'avenir à deux. Et ce qu'il a un petit peu dit à ses amis, mais il n'y a jamais eu de validation de ma part. Pour moi, c'était même pas envisageable un remariage ou quoi que ce soit. Je veux dire, ni d'enfants en commun, il n'y avait pas de projet dans ce sens-là. Alors, à mon avis, elle est embarrassée par l'amour de Jean-Luc Thiébaut qui est trop fort. Elle ne partage pas ce sentiment-là. Elle, ce qu'elle recherche, c'est la complicité et l'amitié de Jean-Luc. Je crois que c'est ça, principalement. Pourtant, le 1er mai 2014, 3 semaines avant la disparition de Jean-Luc, cette relation vire au drame. Le couple passe alors le week-end ensemble au bord de la mer. Selon Fabienne, Jean-Luc lui rend juste une petite visite amicale. Mais alors qu'ils sont ensemble, ils vont avoir un invité surprise. José vient à l'improviste, il sent que le couple va pas bien et il veut lui faire plaisir, il arrive avec un bouquet de fleurs. Je pense que le fait d'arriver avec un bouquet de fleurs, à ce moment-là, pour lui, je pense que c'était une façon de faire voir qu'il était, malgré tout, après 20 ans de mariage, encore capable de m'épater. Donc effectivement, il arrive avec un énorme bouquet de fleurs. Là, juste derrière son dos, il y a Jean-Luc. Je veux dire, c'est déjà le premier effet qui se coule, quoi. Je pense que pour José, ça a été une trahison de ma part. Et puis le fait de dire, bon ben voilà, maintenant c'est cuit, j'arrive, je suis même le pauvre couillon avec mes fleurs. Là, j'ai l'air complètement ridicule. Et donc là, quand il voit Jean-Luc et qu'il lui dit, est-ce que c'est lui ou c'est moi? Et là, je réponds, Jean-Luc. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable d'avoir une réponse, enfin une explication à ce choix. Quand j'ai dit ça sera Jean-Luc, juste après avoir dit ces mots, je me suis dit mais pourquoi
pourquoi? Je n'ai pas de sentiment pour lui. Pour les enquêteurs, l'histoire prend une toute autre tournure. Une histoire passionnelle qui se termine en drame, ça ne serait pas la première fois. Fabienne pourrait-elle être pour quelque chose dans la disparition du charpentier? Aurait-elle souhaité se débarrasser de ce Jean-Luc un peu trop envahissant à son goût? Les enquêteurs l'interrogent à nouveau, mais elle a un alibi en béton. Le soir des faits, elle se trouve à un cours de danse. D'ailleurs, elle s'attarde un peu, elle se confie à sa prof de danse, elles sont copines. Donc elles sortent ensemble de la salle et sur le trottoir, elles discutent. Un bon moment, 10 minutes, un quart d'heure, selon l'une ou selon l'autre. Il apparaît évident qu'elle ne peut pas avoir été mêlée à ça. Les autres danseurs attestent également de la présence de Fabienne ce soir-là jusqu'à plus de 22 heures. Elle est mise hors de cause. Mais les gendarmes ne renoncent pas. Ils sentent qu'ils touchent au but. Alors ils continuent à interroger Fabienne et leur ténacité va payer. Elle leur raconte en effet que la veille, elle s'est disputée avec José. Il lui a fait une crise de jalousie parce qu'elle s'inquiétait de la disparition de Jean-Luc. Là, il me dit, de toute façon, je l'ai croisé, il m'a énervé, on s'est battu, je l'ai planté. Les gendarmes n'en reviennent pas. José aurait avoué à sa femme avoir tué Jean-Luc par jalousie. Mais sur le coup, Fabienne n'y a pas cru. Ça m'a fait, à la limite, sourire parce que, c'est encore quelque chose qui me dit pour me faire mal, en me disant, j'ai tué ton ami, maintenant, tu t'intéresses à moi. Donc elle dit qu'elle n'a pas pris ça au sérieux parce que José, c'est pas du tout sa nature, mais quand même, elle va donner cette information aux gendarmes. Mais pour les gendarmes, ce scénario est parfaitement crédible. Après tout, José a subi un affront terrible, sa femme lui en a préféré un autre, et ils imaginent que fou de jalousie, il aurait pu tuer son rival. Sauf que les enquêteurs ont un problème. José n'a pas du tout le profil d'un assassin. José est un ouvrier qualifié, reconnu. Il travaille en Suisse, dans une usine assez réputée, qui est impliquée dans la fabrication de montres. Il s'est investi énormément, que ce soit dans le foot, il était coach, il est conseiller municipal. Pour les gendarmes, José n'a en effet rien d'un assassin. Le seul point qui attire leur attention, c'est son caractère ombrageux. José, c'est quelqu'un qui peut s'apparaître très amical, très serviable. Ça n'en fait pas au moins quelqu'un colérique et jaloux. C'est un homme qui ne contient pas ses émotions, donc quand il est en colère, il crie. Pas vraiment le suspect idéal donc, mais l'histoire tient debout. Une liaison, José qui surprend Fabienne et Jean-Luc, et maintenant ses aveux. Les gendarmes en savent suffisamment. Ils décident de l'interpeller. Le 10 juin 2014, ils l'arrêtent sur un parking alors qu'il se rend à un rendez-vous médical. Il n'a pas l'air surpris de les voir arriver, d'être placé en garde à vue. Il ne pose pas la question, mais pourquoi, pour qui, qu'est-ce que j'ai fait? On espère qu'il va parler et nous dire ce qui s'est réellement passé et où est Jean-Luc en fait. Les gendarmes placent José en garde à vue. Avant de l'interroger, ils demandent une analyse des téléphones car ils ont retrouvé les 2 portables dans la voiture de José, le sien et celui de Jean-Luc. Et cette analyse pourrait leur en apprendre beaucoup. Les enquêteurs sont maintenant impatients d'entendre le suspect. Mais dès le début de l'audition, José est catégorique. Il est innocent. José va nier. Dire c'est pas moi, j'y suis pour rien. Il va expliquer, j'avais l'impression qu'elle s'inquiétait plus de la disparition de Jean-Luc presque que de moi. Et donc je l'ai provoqué en disant, c'est moi, je l'ai planté.
Mais les gendarmes n'y croient pas. Ils reposent inlassablement les mêmes questions. Et à la 40e heure de garde à vue, Il finit par craquer. Et puis, il dit j'ai planté Jean-Luc. Le récit est assez étrange, il se serait croisé par hasard, se serait retrouvé sur le parking de l'entreprise Bardel. De là, une dispute aurait commencé. Il aurait donné des coups de couteau. Mais il explique qu'il le laisse sur place vivant et que lorsqu'il revient quelque temps après sur le parking de l'entreprise Bardel, le corps n'est plus là. Il décrit des coups de couteau accidentels, mais aucunement la volonté de le tuer. les gendarmes ont obtenu ce qu'ils voulaient, des aveux. José reconnaît même le couteau dont il s'est servi et qui a été retrouvé dans sa voiture. Le 12 juin 2014, il est mis en examen pour assassinat. Pourtant, les enquêteurs ne sont pas pleinement satisfaits, car José ne reconnaît pas avoir tué Jean-Luc, juste l'avoir blessé. Seule la découverte du corps permettrait de lever ces dernières zones d'ombre. Dès le lendemain, 15 jours après la disparition de Jean-Luc, des recherches commencent et les grands moyens sont déployés. En fait, on va mettre tous les moyens qu'on a à notre disposition. On a quand même, je ne sais pas combien de gendarmes qui cherchent Jean-Luc dans les bois, avec des hélicoptères, dans les rivières. Ils ratissent toute la région. Malgré ce déploiement de force, les recherches restent infructueuses. Les gendarmes commencent à se dire qu'ils ne retrouveront jamais le corps de Jean-Luc. Mais à la fin du mois de juin, il va y avoir un rebondissement incroyable. Un coup du sort inespéré. Ils vont se présenter au domicile des Martha Evangelista pour leur remettre une convocation. À ce moment-là, les chiens de la gendarmerie sortent du véhicule pour faire leurs besoins. Et l'un des chiens va se diriger tout droit dans un sous-bois. Un sous-bois que les gendarmes n'avaient pas fouillé, car c'est le dernier endroit où ils pensaient trouver le corps, au bout du jardin des Evangelistas, à quelques centaines de mètres seulement de leur maison. Le chien révèle un corps recroquevillé, un corps vêtu d'un jean, d'une chemise et de Santiago, la panoplie de Jean-Luc. Les enquêteurs vont assez rapidement pouvoir identifier Monsieur Thiebaud. Monsieur Thiebaud s'est tatoué sur le corps son numéro de sécurité sociale. Et au bras, son code barre, son fameux code barre. Je nous avais gonflé avec ce code barre. Alors on sait que c'est lui, et moi, même là, je me dis que non, qu'il va taper à la porte et qu'il va arriver. Les gendarmes pensent désormais détenir toutes les pièces du puzzle. Mais cette histoire leur réserve encore quelques surprises. Pour la famille, cette découverte est un choc épouvantable. C'est une jeune, quand on trouve le corps, là, ça a été un drame. Un drame. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. J'ai dit, mais comment on peut finir sa vie comme ça, dans un trou, dans un bois, comme on enterrerait un animal, quoi.
Non, là, c'est une très grosse violence, en fait. Ouais. C'est mon neveu qui me l'a annoncé en plus et qui m'a dit « Tati, on a retrouvé le corps de papa ». Et là, En fait, j'arrivais même plus à parler. Parce que je me disais, c'est pas possible. J'ai maintenu que c'était pas lui, mais il me dit, Tati, cette fois-ci, c'est lui. Dans cette région paisible, l'affaire fait grand bruit. Surtout qu'elle met en cause un conseiller municipal. En Haute-Savoie, la confirmation, selon une source proche de l'enquête, que le corps retrouvé en juin dernier dans un bois est bien celui de Jean-Luc Thiebaud, artisan charpentier, disparu depuis un mois. Une affaire dans laquelle le principal suspect, un élu de la commune, a été mis en examen et écroué à la prison d'Éton. Mais alors que les gendarmes pensent l'affaire résolue, il va y avoir un coup de théâtre. L'autopsie est formelle. Jean-Luc a été tué de 2 balles. Et en aucun cas d'un coup de couteau comme l'a raconté José. J'ai jamais vu José avec une arme. Alors déjà, avec les coups de couteau, c'était quelque chose que je ne pouvais pas envisager. Mais avec une arme, c'était encore plus incohérent. José n'a pas d'arme. L'enquête montre qu'il n'a contacté personne pour trouver une arme. Qu'il n'avait aucun de ses effets et qui était maculé de poudre. Ça me conforte dans ma position en me disant, de toute façon, il est innocent, puisqu'il est incapable d'avoir une arme en main. Et cela étonne aussi les enquêteurs. Pourquoi José Evangelista a-t-il menti? Pourquoi a-t-il reconnu avoir utilisé un couteau plutôt qu'une arme à feu? Et il va y avoir un rebondissement. Depuis sa prison, José revient sur ses aveux. Il affirme qu'il est innocent, qu'il a avoué à cause de la pression des gendarmes. Lorsque je relis en détail cette audition, cette 6e audition, ces aveux qui sont de faux aveux, j'acquiers quasiment la certitude qu'on est en face d'une erreur gravissime. Et ce n'est pas le seul problème. L'autopsie date le décès de Jean-Luc autour du 27 mai. Mais pendant 10 jours, ses proches ont continué à recevoir des textos de sa part. Les enquêteurs commencent à se poser des questions. Et s'il se trompait? Et si ce n'était pas José le coupable? Les analyses de téléphonie vont balayer leurs doutes. À partir du 27 mai, à partir de 22h, on s'aperçoit qu'il y a une similitude entre le téléphone de M. Thiebaud et le téléphone de M. Evangelista. Les 2 téléphones vont se suivre géographiquement. On va avoir un téléphone qui, très tôt le matin, va borner en Suisse, tout comme le téléphone de M. Martin Evangelista. Le téléphone part au même moment, arrive au même moment, sur les mêmes relais, ou en tout cas sur les mêmes secteurs géographiques. C'était gagné. Si José Evangelista se défend de n'avoir jamais eu en main le portable de Jean-Luc, pour les gendarmes, les résultats de la téléphonie sont accablants. Ils sont persuadés que c'est bien José qui envoyait des textos aux proches de Jean-Luc. L'accusation va penser que c'est José qui va se faire passer dans un espèce de projet machiavélique pour la victime, Jean-Luc. Alors, on ne sait pas trop dans quel but. Il conserve le téléphone de la victime pour faire croire que celle-ci est encore en vie, avec l'idée de vouloir retarder l'enquête. Plus l'enquête est tardive et plus les indices peuvent disparaître. L'analyse des téléphones est implacable. Elle confirme le scénario imaginé par les enquêteurs. José Evangelista a bien tué Jean-Luc, enterré le corps dans son jardin, puis abandonné la voiture en Suisse. Cette fois, les gendarmes ont bouclé leur enquête. Deux ans et demi plus tard, en novembre 2016, José Evangelista comparaît devant la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy. La grande question, c'est de savoir s'il va avouer avoir tué Jean-Luc. Dès le début de l'audience, l'accusé nie. Ce n'est pas lui qui a tué Jean-Luc. C'est ensuite au tour de Fabienne de s'avancer à la barre.
Elle avait un aplomb qui était quand même assez déconcertant par rapport à des preuves qui étaient quand même assez essentielles, quoi. Le fait qu'elle ait sa brosse à dents, le fait qu'elle ait ses chaussons et son peignoir chez Jean-Luc et qu'on lui dise « mais vous aviez quand même une relation un peu intime avec lui ». Pas du tout. On était juste amis. Je l'ai dit au procès, j'ai eu un amour dans ma vie. C'est José, un seul homme. J'estime que c'est pas énorme. Et donc, je peux pas accepter cet adjectif qu'on me colle comme ça, femme fatale, à faire tourner les têtes, et c'est pas le cas. Le délibéré est très court. José Evangelista est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Il fait appel. En février 2018, devant la cour d'assises de Chambéry, José Evangelista garde la même ligne de défense. Il est innocent. Sans éléments nouveaux, sa peine est alourdie. Il prend 23 ans de réclusion criminelle. Cette affaire me laisse un goût amer. C'est une affaire non résolue, même si judiciairement, il y a une page qui a été écrite et on nous dit, voilà, c'est lui, fermez le banc. José est le seul coupable. Je dis que je suis persuadé qu'il y aura des rebondissements plus tard. Pour les proches de Jean-Luc, justice est faite. Il leur reste la douleur d'avoir perdu l'être aimé. Pourquoi on arrivait à tuer une personne, un homme qui n'a jamais fait de mal de sa vie, qui a toujours été bosseur, qui a 3 enfants et qui a laissé un qui est mineur. Et ça c'est le genre de truc que j'ai du mal à accepter. Je ne l'accepterai pas, jamais. On s'attend certes à enterrer nos parents, mais de vieillesse ou de maladie, mais certainement pas donc d'un assassinat froid et dur. Finalement, il est mort pour rien, quoi. Il est mort d'avoir aimé une femme qu'il n'aimait pas. Direction les États-Unis pour une affaire qui a inspiré Hollywood avec un film salué par toutes les critiques. En 1994, Tonya Harding, jeune patineuse pleine d'avenir, n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques. Mais Nancy Kerrigan, sa rivale sur la glace, est en travers de sa route. Jusqu'où Tonya est-elle prête à aller pour réaliser son rêve? La réponse dans ce nouveau document de chronique criminelle. Tonya Harding a grandi dans une petite banlieue perdue de Portland. Tonya venait d'un milieu très modeste. Tonya avait 4 ans quand elle a découvert le sport qui allait changer sa vie. Alors qu'elle n'a que 5 ans, son entraîneuse affirme qu'elle pourrait aller au JO. Ça attise la curiosité. Elle était robuste, puissante. Tonya Harding a été la première femme à réussir un triple axel pendant une compétition. Mais à la même époque, une jolie patineuse, Nancy Kerrigan, était en passe de devenir la chouchoute du public. Il n'y avait pas plus diamétralement opposé que Tonya et Nancy. Tonya était un chien fou. Et bien sûr, Kerrigan était tout le contraire. Être sans cesse comparé à quelqu'un, ça peut vraiment vous mettre à cran. Tonya savait que c'était sûrement sa dernière chance de gagner une médaille d'or au JO. Et d'empocher l'argent qui va avec. Je crois qu'elle était prête à tout pour assurer ses arrières. Nancy s'effondre par terre et se met à pleurer de façon incontrôlable en tenant sa jambe. Je n'avais jamais entendu personne crier comme ça. C'était à vous glacer le sang. Êtes-vous impliquée dans cette agression, Tonya? C'était troublant. C'était bizarre. Mais je me suis dit... Et si c'était vrai? Portland, aux États-Unis. C'est dans cette ville de l'Oregon, située sur la côte ouest, que Tonya Harding voit le jour en 1970 dans une famille modeste. Fille unique, elle connaît des conditions de vie difficiles dès sa plus tendre enfance. Tonya Harding a grandi dans des bicoques et des caravanes dans une petite banlieue perdue de Portland. Tonya venait d'un milieu, disons, très modeste, la classe ouvrière. Elle en parlait avec beaucoup d'autodérision. Elle se qualifiait elle-même de pecnode, de plouc. Tonya avait 4 ans quand elle a découvert le sport qui allait changer sa vie.
Et cette discipline pour laquelle Tonia se passionne, c'est le patinage artistique. Même si la famille n'a pas vraiment les moyens de payer, sa mère accepte de l'inscrire à des cours. Très vite, la petite fille se fait remarquer sur la glace. Tonia a immédiatement montré son potentiel. Et la coach, Diane Rawlinson, l'a très vite prise sous son aile. Hé, tu as l'air doué. Montre-moi ce que tu sais faire. Alors que sa mère qui assiste aux entraînements la critique sans arrêt, Diane, elle, l'encourage. La coach voit en elle l'étoile montante du patinage artistique. Diane s'est occupée d'elle. Elle la chouchoutait. Elle avait vu le talent de Tonia et je pense qu'elle croyait vraiment en elle. Quand, alors qu'elle n'a que 5 ans, son entraîneuse affirme qu'elle pourrait aller au JO, ça attise la curiosité. Elle était robuste, puissante et elle était très douée pour les sauts. C'était sa spécialité. Ses prouesses athlétiques sont remarquées, mais dans le milieu du patinage, cela ne suffit pas. La féminité est essentielle pour percer, et Tonia n'est pas à l'aise avec ça. La jeune fille commence alors à se sentir rejetée. Dans les années 80-90, le patinage au niveau compétitif coûtait très cher et ça frisait souvent le concours de beauté. Ce n'était pas du tout les points forts de Tonia Harding. Les jolies robes, les coiffures sophistiquées, tout ça, ce n'était pas du tout son truc. C'était à nous de l'aider à rentrer dans le moule, de faire sortir son côté féminin. Même en patinage, Tonia avait des progrès à faire sur la grâce, la finesse des mouvements. Ça, c'était mon rôle. Il y a aussi les tenues qui comptent beaucoup. Et là encore, Tonia n'était pas une reine de beauté. Contrairement aux autres patineuses, Tonia portait des costumes cousus par sa mère. Elle s'impliquait beaucoup dans la carrière de sa fille, ce qui lui permettait de la contrôler. Je ne connais aucune autre patineuse artistique issue du même milieu social qu'elle. Pas aux États-Unis en tout cas. Ici, les patineuses sont des princesses. Elles doivent avoir un certain physique, parler d'une certaine manière, se comporter d'une certaine manière. Et Tonia n'est jamais rentrée dans aucune de ces cases. Jamais. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Mais oui, maman. Elle n'était pas non plus aidée par sa mère qui l'humiliait constamment. Maltraitée et insultée sans arrêt, la jeune fille vivait dans un climat de peur. Difficile dans ces conditions d'avoir confiance en soi et de ressembler aux autres patineuses. Allez, viens. Elle la battait, elle la giflait, elle lui donnait des coups de brosse. On aurait vraiment dit qu'elle faisait tout pour saper la motivation et l'énergie de sa fille. Malgré ces difficultés, Tonia n'abandonne pas sa passion. Elle décide même d'arrêter le lycée pour s'y consacrer entièrement. C'est lors d'un entraînement qu'elle va rencontrer l'homme qui va changer le cours de sa vie. Jeff Gillooly était un jeune gars de Portland qui travaillait dans un entrepôt. Jeff était fasciné par Tonia et par ses aptitudes sportives. Tonia était folle de lui. Jeff et Tonia se voient régulièrement à la patinoire et tombent fous amoureux. Rapidement, ils deviennent inséparables. Quand elle a rencontré Jeff, elle a vu en lui un moyen de s'éloigner de sa mère. C'est pour ça qu'elle a tout de suite emménagé avec lui. Entre eux, tout va très vite. En 1990, ils se marient. Tonia a tout juste 20 ans, alors que Jeff Gillooly en a 22. Il semble promis à un bel avenir. Vu de l'extérieur, ils avaient l'air d'être un couple heureux et épanoui. Arrête! Ne me dis pas de me calmer! Arrête de me pousser! Ne me pousse pas! Je suis désolé. Attends, je suis désolé. Tonia a déclaré que pendant leur première année de mariage, Jeff la battait régulièrement. Sa situation s'était aggravée. C'est à cette période que Tonia croise un jour Mike Pliska, un ami d'enfance. Il est ouvrier près de la patinoire où elle s'entraîne. Malheureuse dans son mariage, la jeune femme se rapproche de lui. Tonia était toujours mariée à Jeff, mais Mike est devenu un ami à qui elle pouvait se confier. Elle a fini par me dire qu'elle était victime de violences conjugales, mais elle m'a fait promettre de ne pas intervenir. Je te déteste! Il lui tirait les cheveux, il la giflait. C'était surtout des gestes qui ne laissaient pas beaucoup de marques. Tonia et Jeff se séparent et elle commence à fréquenter Mike. Il est à l'opposé de ce que représente Jeff, le bad boy.
Quand elle est avec Mike, elle est au sommet de son art. À nouveau épanouie, Tonia grimpe les échelons et décroche sa première médaille. En 1989, elle se classe 3e au championnat des États-Unis de patinage artistique. Mais à la même époque, une jolie patineuse, Nancy Kerrigan, était en passe de devenir la chouchoute du public. Nancy Kerrigan fascine les juges et s'impose très vite comme une adversaire de taille pour Tonia. Elle a pour elle un atout qui fait défaut à Tonya Harding, la grâce d'une danseuse. Le patinage était différent à l'époque. Il s'agissait plus de féminité que de puissance. Et beaucoup pensaient que les notes reflétaient cet état d'esprit. Plus ses scores diminuaient, plus Tonya était à fleur de peau. Il n'y avait pas plus diamétralement opposé que Tonya et Nancy. Tonya était un chien fou. Elle était très sociable et avenante. Et bien sûr, Kerrigan était tout le contraire. Elle était bien plus réservée. Elle était très prudente. Elle ne faisait rien d'irréfléchi. Et elle gardait toujours le contrôle de la situation. Sa manière de patiner reflétait sa personnalité. Les différences évidentes entre Tonya et Nancy poussent les médias à les décrire comme deux éternelles rivales. Et petit à petit, Tonya commence à y croire. Être sans cesse comparé à quelqu'un, ça peut vraiment vous mettre à cran. Mais aux championnats nationaux de 1991, Tonya Harding prend sa revanche. Elle prouve que la force a autant d'importance que la grâce et la féminité. Tonya Harding a été la première femme à réussir un triple axel pendant une compétition. C'est devenu sa signature. Et ça lui a valu le respect et la reconnaissance qu'elle avait toujours désiré. Elle était coriace. Elle voulait être la meilleure. Tous les patineurs du pays, voire du monde entier, savaient qu'elle était capable de faire un triple axel. Et qu'elle n'avait pas peur de le tenter pendant une compétition, à plusieurs reprises. Regardez ça, triple axel, boum. C'était magnifique à voir. C'est une super période pour Tonya Harding. Elle est au top de ses capacités sportives et elle fréquente quelqu'un de bien. Pourtant, après quelques mois de relation, Mike et Tonya se séparent. Et la patineuse décide d'accorder une deuxième chance à son mari. Dans le même temps, sur la glace, ses performances faiblissent. Aux Jeux Olympiques de 1992, elle repart sans médaille, contrairement à sa rivale, Nancy Kerrigan. Tonya était la meilleure patineuse mondiale, et voilà que Nancy Kerrigan débarque et la bat en compétition. Tonya commence à perdre des sponsors dont elle a désespérément besoin. Tonya ne parvient pas à dépasser cet échec. Alors elle se laisse aller, fume cigarette sur cigarette et prend du poids. Résultat, elle n'arrive plus à effectuer son célèbre triple axel. En novembre 1993, un an après sa défaite au JO, des qualifications régionales sont organisées à Portland pour sélectionner la prochaine équipe olympique. Tonya Harding est en territoire connu et les spectateurs sont nombreux. Tonya était une vraie star dans la région. Et certains disent qu'elle se sentait insultée de devoir passer les qualifications pour les JO comme tout le monde. On prétend même qu'elle n'était pas préparée. Pour certains, Tonya, tellement vexée de devoir participer à ces sélections régionales, aurait même manigancé un plan pour tenter d'échapper à cette compétition. Alors que la patineuse s'échauffait avant l'épreuve, elle aurait reçu des menaces de la part d'un inconnu. C'est un appel anonyme qui aurait déclenché toute cette affaire. L'homme a déclaré que si Tonya participait à la compétition, un sniper l'éliminerait. C'était seulement quelques mois après l'agression de Monica Seles, poignardée sur le cours. Donc les organisateurs ont pris ça très au sérieux. La compétition est finalement annulée et Tonya bénéficie d'une exemption. Elle n'est plus obligée de passer par les qualifications locales. Il ne lui reste donc que le concours national pour déterminer si oui ou non, elle peut intégrer l'équipe olympique des Jeux de 1994. Des rumeurs ont affirmé que l'appel venait d'un proche de Tonya. Mais cela n'a jamais été prouvé. Je crois qu'elle était prête à tout pour assurer ses arrières. Et elle n'est pas la seule. Jeff, son mari, avait aussi décidé de prendre les choses en main. Pour cela, il contacte un vieil ami, Sean Eckhart. Agent de sécurité, c'est un personnage peu recommandable.
Et quand Jeff évoque avec lui l'enjeu considérable des Jeux Olympiques pour Tonya, l'homme propose des solutions quelque peu radicales. On devrait la tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Sean, c'est quoi cette idée pourrie? Bon, d'accord, ok, pas la tuer, mais au moins la blesser. Ça suffira. Comme ça, Tonya serait sûre de se qualifier pour les JO. Et elle aurait la médaille d'or parce que c'est la meilleure. C'est un plan béton. C'est là que naît l'idée de blesser Nancy Kerrigan. Sûr de son scénario machiavélique, Jeff propose à Tonya de mettre sa plus grande concurrente hors d'état de nuire. Et il lui fait part de son idée. Tu sais bien que tu veux faire la couverture des magazines et prendre la pose avec ta médaille d'or autour du cou. C'est ça que tu veux, Tonya. Au fond, c'est ça que tu veux, je le sais. Et elle finit par répondre « Ok, c'est d'accord ». Jeff et Tonya savaient que c'était sûrement sa dernière chance de gagner une médaille d'or au JO et d'empocher l'argent qui va avec. On pourrait lui casser le fémur? Jeff a donné le feu vert à Sean Eckhart pour engager 2 de ses amis bodybuilders pour préparer l'agression de Nancy Kerrigan. Il nous faut une photo et l'adresse de la patinoire où elle s'entraîne. Je pense que ça lui a semblé naturel de recruter Monsieur Eckhart et de réfléchir à comment l'agression allait être effectuée. Ensuite, il a rencontré Shane Stant et son oncle Derek Smith. Il y a désormais 4 hommes impliqués dans ce projet d'agression. Et une autre personne, Tonya, qui est au courant. Tous sont attirés par l'appât du gain. Mais pour la patineuse, c'est encore plus personnel. Dans un premier temps, ils cherchent à localiser Nancy Kerrigan. Pour savoir où Nancy s'entraîne dans le Massachusetts, Tonya contacte une journaliste spécialiste du patinage qui la rappelle un peu plus tard. Salut Tonya, c'est Vera. Je sais juste qu'elle s'entraîne à la Tony Kent Arena, mais j'ai pas l'adresse. Désolée ma belle, à bientôt. Tonya sait enfin où s'entraîne sa rivale. Le plan machiavélique imaginé par Jeff peut se mettre en place. Tonya conduit Jeff à l'entreprise de garde du corps de Sean Eckhart. T'es sûr qu'ils sont fiables? Il y rencontre les 2 autres complices pour planifier l'agression. On peut leur faire confiance. Il y a $2000. Ça devrait suffire. Vous devrez la suivre jusqu'à son lieu d'entraînement. Le siège social de l'entreprise de Sean Eckhart était la maison de ses parents. Donc, les 4 hommes se réunissaient dans la chambre de Sean. On lui casse le fémur, comme prévu. Visez la jambe droite. J'ai demandé à Tonya, c'est sa jambe d'appui. Alors qu'ils sont en train de discuter de tous les détails de l'agression, le père de Sean Eckhart, qui était chez lui, perçoit des bribes de conversation. Un détail qui pourrait bien tout faire basculer. Le plan consistait à frapper Nancy après un entraînement, juste avant les dernières qualifications pour les JO. Il voulait s'assurer que Nancy serait trop blessée pour pouvoir participer aux Jeux de 1994, qui étaient quelques semaines plus tard. Tony Kent Arena, bonjour. Maintenant que Tonya et Jeff savent que Nancy s'entraîne à la Tony Kent Arena, près de Boston, ils appellent là-bas pour se renseigner sur ses horaires d'entraînement. Elle s'entraîne à 9h30 et 12h30. Il communique le lieu où se trouve Nancy à Shane Stant, l'homme de main, qui est alors en attente à Boston. Il s'apprête à commettre l'agression la plus incroyable que le monde du sport ait jamais vue. Tonya Harding et Monsieur Gilhooly devaient se dire que s'ils arrivaient à exclure Nancy Kerrigan de la compétition olympique, Tonya Harding remporterait la médaille d'or. Le plan consistait à coincer Nancy après son entraînement à la patinoire et à frapper sa jambe d'appui. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Shane Stant, l'homme de main, n'arrive pas à trouver Nancy Kerrigan à la patinoire. Et l'entraînement se termine sans que rien ne se produise. Il ne lui reste qu'une solution, accomplir sa tâche pendant les sélections pour les Jeux Olympiques. Il passe alors au plan B. Il se rend à Détroit pour blesser Nancy pendant le championnat des États-Unis. Certains endroits du championnat ne sont pas ouverts aux caméras et auraient été tout indiqués pour commettre une agression. Mais ils n'y ont même pas pensé. 3 jours après la première tentative, les qualifications pour les Jeux Olympiques sont sur le point de commencer à Détroit. Tonya Harding vient d'arriver de Portland pour concourir. Sean Eckhart et Jeff Gilhooly sont restés sur place. Shane Stant, quant à lui, vient d'arriver de Boston en quart. Les JO sont dans environ 6 semaines.
C'est donc la dernière chance pour Tonya d'empêcher Nancy Kerrigan de se qualifier. S'ils échouent à nouveau, Tonya craint de ne pas remporter la médaille d'or et les sommes d'argent qui l'accompagnent. L'oncle de Shane Stant, Derek Smith, le rejoint à Détroit. Ensemble, ils répètent le scénario de l'agression et de leur fuite. Je la frappe et je sors. Ok, je t'attends dans la voiture. On rentre. Et on est riche. Les malfrats sont convaincus que ce nouveau plan est infaillible et qu'ils vont pouvoir enfin empocher le jackpot. Pendant ce temps, Tonya est dans sa chambre d'hôtel à Détroit et Jeff est à l'autre bout du pays, à Portland. Ils attendent des nouvelles avec impatience. Le 6 janvier était un jour important dans la vie de chacun d'entre eux. Ils étaient constamment en contact les uns avec les autres. Ce 6 janvier, Nancy Kerrigan, elle, quitte la glace après une séance d'entraînement en public. Le lendemain, elle doit participer aux championnats nationaux qui lui permettront d'entrer dans l'équipe olympique. C'est dingue. Comment ça a pu arriver? Rien ne se passe comme prévu. Shane Stant devait frapper Nancy au genou, mais il atteint le bas de la cuisse. Ensuite, il se rend compte que les portes sont fermées et il sort par une fenêtre. On ne peut pas dire que le plan a été exécuté correctement. Je pense qu'il n'y avait pas assez réfléchi. Les caméras, les coachs et le personnel médical accourent auprès de Nancy Kerrigan. Après son agression, Nancy s'effondre par terre et se met à pleurer de façon incontrôlable en tenant sa jambe. Je n'avais jamais entendu personne crier comme ça. C'était à vous glacer le sang. Tout le monde se souvient de la vidéo de Nancy où elle crie « Pourquoi? Pourquoi ?» Il faut essayer de se mettre à sa place à ce moment-là. Elle faisait son travail, elle pratiquait son sport. Quelqu'un l'agresse sauvagement sans aucune raison. C'est injuste. Anne Schatz était à Détroit pour couvrir les championnats quand l'attaque a eu lieu. Elle était journaliste sportive pour une chaîne de Portland, donc elle connaissait plutôt bien Tonya. Je l'ai appelée à son hôtel après avoir appris ce qui était arrivé à Nancy Kerrigan. Elle m'a dit « Je dormais, qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand je lui ai raconté, elle a répondu « Mon Dieu, il faut que j'appelle les cartes. Ça pourrait m'arriver aussi. » Mais le FBI a révélé qu'elle avait menti parce que juste après, Tonya a appelé Jeff pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai? Nancy étant gravement blessée, elle ne peut pas participer à la compétition le lendemain. Et la performance de Tonya lui permet sans difficulté de devenir championne des États-Unis. Et surtout, de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Même si l'agression a forcé Nancy à se retirer du championnat, Tonya et elle étaient toutes les deux en lice pour l'équipe olympique de 1994. Les Jeux n'étaient que quelques semaines plus tard et personne ne savait si Nancy serait rétablie à temps. La police et le grand public ignorent l'identité de l'agresseur. Mais la prétendue menace de mort reçue par Tonya lors d'une compétition régionale avait généré des soupçons et plusieurs personnes contactent le FBI. Jeff Gillooly s'envole pour Détroit pour rejoindre Tonya. Mais le FBI, la police de Portland et la police de Détroit ont déjà eu vent de différentes pistes impliquant le couple et ils décident de les interroger séparément. Dans un premier temps, ils restent soudés et nient tout en bloc. 4 jours plus tard, ils rentrent à Portland, où ils sont accueillis par leur nouveau garde du corps, Sean Eckhart. C'est affreux. Je prie pour elle et sa famille. J'espère qu'elle sera vite rétablie. À son retour de Détroit, quand je l'ai vu escorté par Eckhart à l'aéroport, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Êtes-vous impliqué dans cette agression, Tonya ?» On y va. Allez, allez, on y va. Dans les jours qui suivent l'agression, c'est un véritable déferlement médiatique. Nancy Kerrigan, blessée, fait la couverture des magazines tandis que des équipes de télévision suivent les deux patineuses jusque chez elle. Juste après son retour de Détroit, Tonya faisait des entraînements ouverts au public. Et c'est là que des gens du monde entier ont commencé à venir la voir. La ville était devenue un vrai cirque. C'était incroyable. Personne n'avait jamais vu une telle agitation médiatique, surtout à Portland.
D'un côté, vous aviez la jolie princesse Disney du patinage artistique, et de l'autre, le garçon manqué qui venait des quartiers pauvres et fumait des cigarettes. C'était la gentille contre la méchante, et les médias s'en donnaient à cœur joie, pour le plus grand plaisir du public. Je prouverai à tout le monde que je suis la meilleure. Mais la vérité a rapidement éclaté au grand jour. Parce que Sean Eckhart a commencé à raconter ce qui s'était passé à qui voulait l'entendre. Il faisait des confidences à tour de bras. Même un enfant de 5 ans aurait su se taire. Lui, non. C'est Monsieur Eckhart qui a grandement facilité la résolution de l'affaire. Parce qu'il s'est mis à en parler autour de lui, tout comme son père, il me semble. Même le père de Sean Eckhart, qui avait surpris leur conversation, n'a pas pu le garder pour lui. J'ai constamment ce mauvais pressentiment, tu vois. 24 heures sur 24. Il couchait par téléphone avec une femme qu'il n'avait jamais vue, et il lui racontait que son fils était impliqué dans l'affaire Kerrigan. Tu as entendu ce qui est arrivé à Nancy Kerrigan? Personne n'en est sûr, mais beaucoup pensent que cette femme, qui couchait par téléphone avec le père de Sean Eckhart, est la première à avoir vendu la mèche. On pense que c'est elle qui a écrit au FBI et à la journaliste Anne Schatz pour dénoncer toutes les personnes impliquées, y compris Tonya. Allô? On a reçu une lettre qui vous accuse, Jeff et toi. Tu devrais venir voir. C'était troublant. C'était bizarre. Mais je me suis dit... Et si c'était vrai? Pour tenter de faire taire les rumeurs, Tonya Harding donne une interview exclusive à Anne Schatz. Elle nie fermement toute implication dans cette agression. C'est là que son monde et celui de Nancy Kerrigan ont été bouleversés. Le spectacle des Jeux Olympiques allait être transformé par cette réponse de Tonya. Non, je n'ai rien à voir avec cette agression. Les langues allaient finir par se délier et renverser la situation. Il a suffi de 8 jours pour que Stant, Smith et Eckhart avouent tout ce qu'ils savaient. Ouais. Y compris le rôle de Jeff et Tonya dans l'affaire. Ils ont supposé qu'elle était impliquée. Ils avaient des raisons de le penser. Mais ils n'avaient interagi qu'avec Guy Louli pendant la préparation du coup. Donc ils n'avaient pas beaucoup de preuves directes contre Tonya Harding. Moins de 2 semaines après l'agression de Nancy, Jeff Gillooly se rend à la police et craque. Il admet avoir rassemblé les hommes de main et mis au point le plan d'attaque. Ouais. Même Jeff Gillooly n'a pas supporté la pression et a fini par révéler au FBI que Tonya était au courant de tout depuis le début. Mais faute de preuves tangibles, le FBI ne peut pas l'arrêter. Elle n'aurait jamais avoué, parce que si elle avait été reconnue coupable, elle aurait été exclue des JO. Je n'étais pas au courant de cette agression commise envers Nancy Kerrigan. Finalement, le 27 janvier 1994, au cours d'une conférence de presse, Tonya déclare avoir été informée de ce projet d'agression, mais seulement après son exécution. Elle a admis avoir tenté de dissimuler l'affaire, ce qui est un délit. Le comité olympique n'a pas assez d'éléments pour empêcher Tonya de participer à la compétition. Moins d'1 mois après l'agression, Jeff Gillooly plaide coupable de racket, en échange d'une peine maximale de 2 ans de prison. Tous les complices de Tonya ont alors été condamnés. Elle peut simplement faire profil bas et s'entraîner malgré la surveillance médiatique. De son côté, à Boston, Nancy Kerrigan suit une rééducation sans relâche pour récupérer sa jambe d'appui. Mais personne ne sait si elle sera prête à temps pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Je suis choquée qu'on puisse faire ce genre de choses à quelqu'un. J'aurais aimé patiner aujourd'hui, mais bon. Si Tonya n'est pas arrêtée dans les semaines qui suivent et qu'aucune preuve ne refait surface, elle pourra participer aux Jeux Olympiques de Lillehammer le mois suivant. Mais le 31 janvier, un incroyable rebondissement va bouleverser l'enquête. Kathy Peterson est la propriétaire d'un restaurant où Tonya Harding a ses habitudes. Et vu le retentissement de l'affaire dans la presse, la restauratrice s'est intéressée de près à un sac poubelle que la jeune femme a laissé. Kathy Peterson entreprend de fouiller ce sac rempli de papier à la recherche d'infos croustillantes.
Ce jour-là, j'ai ouvert le premier sac poubelle pour voir s'il contenait une enveloppe, un papier avec son nom, ce genre de choses. Et j'ai trouvé un billet de transport en provenance de Détroit. Il y avait aussi une enveloppe avec un tas d'inscriptions. Tony Kent Arena, des informations sur les heures d'entraînement de Nancy Kerrigan et le reçu d'un chèque de l'association de patinage adressé à Tonya Harding. J'ai aussitôt compris que c'était lié à l'affaire Kerrigan. Donc, j'ai contacté la police. C'était comme si les nuages s'étaient écartés pour laisser passer un rayon de soleil venu éclairer notre affaire. Les chances pour que ce genre de choses arrive sont d'1 sur 1 million. L'enveloppe a été remise au FBI, puis analysée par un expert en graphologie. Le côté où il était écrit Tony Kent Arena correspond à l'écriture de Tonya Harding. Mais dans la partie supérieure de l'enveloppe, je me souviens clairement de 3 nombres précédés du symbole du dollar, qui avait été écrit par Jeff Gillooly. Curieusement, ces sommes d'argent correspondaient au montant versé aux individus qui étaient chargés de frapper Nancy Kerrigan au genou. Après un examen approfondi des différentes inscriptions, j'ai conclu avec certitude que Tonya Harding avait bien écrit Tony Kent Arena, ainsi que d'autres informations, comme par exemple des numéros de téléphone qui figuraient sur cette partie de l'enveloppe. C'était la preuve accablante que Tonya Harding avait activement participé au choix du lieu et de l'heure de la première tentative d'agression sur Nancy Kerrigan à la Tony Kent Arena. C'était indéniable. Tous ces renseignements, plus le témoignage de la femme qu'elle avait appelée pour connaître le nom du stade où s'entraînait Nancy, plus les coups de téléphone, devenaient des preuves circonstancielles de son implication dans cette affaire. Le comité olympique ouvre une procédure pour exclure Tonya Harding de l'équipe. Mais la jeune femme menace de porter plainte. Car suite à l'agression, aucune charge n'avait été encore retenue contre elle. Le comité n'a pas eu d'autre choix que de la laisser concourir. Les Jeux olympiques d'hiver de 1994 débutent alors à Lillehammer en Norvège. Et à la surprise générale, Nancy Kerrigan obtient l'accord des médecins pour patiner. Le plan machiavélique de Tonya a échoué. Ils avaient réussi à la sortir de la compétition sur le moment, mais pas de l'écarter des Jeux olympiques. C'est lors d'un entraînement à Lillehammer que Tonya et Nancy se retrouvent sur la glace pour la première fois depuis l'agression. Des centaines de journalistes se pressent pour couvrir l'événement. On ne parlait que de Nancy et Tonya. De quoi était-elle au courant? Et depuis quand? Est-ce qu'elle avait donné son aval? Ces questions étaient sur toutes les lèvres. Tout le monde se les posait. Les billets des JO se sont vendus à des prix scandaleux. C'était le sujet de l'événement. Où que vous soyez, quoi que vous regardiez, la conversation revenait toujours vers le face-à-face à venir entre Nancy et Tonya. La gentille contre la méchante. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Les deux rivales ensemble sur la glace. Seigneur, il allait y avoir du grabuge. La tension était palpable. Je ne sais pas ce qu'on s'attendait à voir exactement. Elles ne se sont même pas parlé. Mais il y avait une tension à couper au couteau. Le jour de la compétition tant attendue, plus de 40 millions d'Américains regardent l'épreuve féminine du programme libre. Qui des deux rivales sortira gagnante de l'épreuve? C'était le moment que Tonya Harding attendait depuis toujours. Le respect, l'argent, la médaille d'or. Ces 3 choses sont en jeu et dépendent de sa performance. Malheureusement, elle commence à craquer. Et pour ne rien arranger, ses lacets se cassent juste avant son programme. En essayant de les réparer, elle arrive en retard sur la glace et frôle la disqualification. C'est le genre de choses qui arrivent. Il faut bien serrer les lacets, donc parfois ils finissent par céder. Ils étaient peut-être de mauvaise qualité ou usés. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais bon, ça fait des rebondissements. Quelques secondes après le début de son programme, Tonya rate un saut et accuse son lacet défectueux.
On voyait qu'elle commençait à craquer sous la pression. C'est l'un des deux moments marquants de l'affaire. D'abord, on avait Nancy qui tient son genou en pleurant « Pourquoi, pourquoi ?» Et maintenant, c'est Tonya qui pose son pied sur la table des juges en criant « Pourquoi, pourquoi ?» Toute l'histoire est résumée par ces images des deux jeunes femmes en pleurs. Finalement, Tonya Harding obtient des juges de pouvoir remplacer son lacet. Et elle s'élance de nouveau pour tenter de conquérir les spectateurs. Quand Tonya revient sur la glace, elle est toujours contrariée par cette histoire de lacet. Son premier saut devait être un triple axel, mais elle ne fait qu'un axel simple. À cet instant, tout le monde sait que sa performance n'est pas digne d'une médaille d'or. Elle ne peut pas gagner, c'est fini pour elle. On le sait rien qu'en voyant son visage. Je ne sais pas si, elle aussi, en une fraction de seconde, elle comprend que sa vie est terminée. À l'issue de la compétition, Nancy Kerrigan, bien remise de sa blessure, remporte la médaille d'argent. Quant à Tonya, elle termine 8e. Elle avait des compétences athlétiques inégalées. C'est vraiment injuste que ça se soit fini comme ça. Pour toutes les personnes touchées, c'était une vraie tragédie. En plus de cette piètre performance, imaginez ce qui l'attend aux États-Unis. Moins d'un mois après les Jeux Olympiques, Tonya est poursuivie pour complot. Afin d'éviter la prison, elle décide de plaider coupable. Nous avions de solides preuves contre Tonya Harding, qui démontraient son implication dans l'organisation de l'agression. Nous pouvions aussi prouver son approbation de l'acte et ses tentatives de dissimulation après coup. Mais ce n'était pas irréfutable. Pour éviter une longue bataille judiciaire, Tonya Harding reconnaît les faits et accepte une négociation de peine. Elle est condamnée à 3 ans de liberté surveillée, 500 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 160 000 $. Mais elle est aussi lourdement sanctionnée dans le milieu sportif. Elle a aussi été exclue à vie de toutes les grandes organisations de patinage. Elle ne pouvait ni patiner, ni entraîner. Elle était bannie de sa communauté sportive. Pour elle, c'était la pire punition possible. À 23 ans, Tonya avait perdu tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais au lieu d'essayer de redorer son image, elle a continué à s'enfoncer. Quelques mois après les Jeux Olympiques, Tonya vend une sextape d'elle et de son mari, Jeff Gillooly, filmée pendant leur nuit de noces. Un magazine achète la vidéo pour 200 000 $ et la publie. Ça me brise le cœur pour elle. Vous vous rendez compte? Vous imaginez en arriver à un point où vous vous dites « Pourquoi pas ?» Une descente aux enfers qui écorne davantage l'image de la jeune femme. Tonya Harding tente de reconquérir le cœur de son public en s'essayant au cinéma, mais en vain. En 2002, 8 ans après son échec au JO, Tonya Harding trouve un nouveau sens à sa vie. Lors d'un match de boxe entre célébrités, elle affronte Paula Jones, qui s'était fait connaître en accusant Bill Clinton de harcèlement sexuel. Ce combat va lui donner envie de revenir sur le ring. La victoire de Tonya contre Paula Jones lui redonne la motivation qu'elle avait perdue. Et elle décide de devenir boxeuse. Là encore, elle est la seule à savoir ce qui a bien pu la conduire vers une telle carrière. Spontanément, on pense à l'argent. J'ai du mal à imaginer Tonya Harding monter de bonne grâce sur le ring pour risquer de se faire casser le nez ou décrocher la mâchoire. Tonya accumule les victoires, mais le public ne la suit pas. Après 2 ans de combat, elle reçoit même des menaces de mort. L'ex-patineuse préfère mettre un terme à sa récente carrière de boxeuse. Aujourd'hui, Tonya vit dans sa ville natale de Portland, dans l'Oregon. Elle est remariée et a un fils. Elle a participé au tournage d'un film sur sa vie et à un programme de télé-réalité. Si Tonya avait pu oublier Nancy et se concentrer sur le patinage, elle aurait sans doute pu décrocher une place sur le podium. Et elle serait rentrée avec une médaille.
Et par-dessus tout, elle aurait été respectée. Elle aurait pu devenir coach dans ce sport qu'elle aimait tant. Mais tout est parti en fumée à cause d'un coup au genou. Ce qu'on peut lui souhaiter de mieux, c'est d'être bien entourée. Par des gens bienveillants et désintéressés. C'est ce que je lui souhaite.